Victor Gilbert, Brouillard. À Bérénice et Edmond. Dans l'air s'éparpillait l'humide éclaboussure d'un jet d'eau qui laissait, sous le grand ciel blafard, s'égoutter son sang pâle à travers le brouillard, comme si l'ombre blanche avait une blessure. Georges Rodenbach, Brouillard. One. Parce que courir avec une seule chaussure, ce n'était pas seulement un handicap de confort. Il y avait aussi que ces chaussettes, Marcel Marchand les faisait tricoter sur mesure par un petit tailleur de Chinatown. Un type extra, comme aurait dit sa grand-mère qu'il avait tant aimé. Un type qui savait tricoter des soquettes impeccables sans ces bourrelets de tissu qui venaient gâcher l'avant des chaussettes. Ces coutures excroissantes qu'on tentait de déplacer, tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, pour se libérer les orteils d'une friction peu commode. Les chaussettes ajustées par un couturier, c'était d'ailleurs l'unique luxe que Marcel Marchand s'accordait, car le seul qui importait à ses yeux. Alors courir la chaussure gauche en moins sur les trottoirs new-yorkais et sacrifier par là même le fin tissage artisanal, c'était hors de question. Marcel Marchand soupira. Dans ce petit café de la 20e rue, rare recoin tranquille de l'inarrêtable Manhattan, où il avait ses habitudes matinales, à savoir un macchiato au lait d'avoine et un cookie avec du gros sel sur le dessus, il aimait retirer le pied gauche de sa chaussure quelconque pour faire prendre l'air à sa chaussette élégante dans l'espoir inavoué qu'un regard s'égarerait sur cette coquetterie et la trouverait tout à fait remarquable. Avec son allure de Gaulois moyen, à la bedaine naissante et ses chaussettes colorées haut de gamme auxquelles personne ne prêtait vraiment attention, Marcel Marchand était certainement un original, mais il suscitait immédiatement le désintérêt chez quiconque remarquait sa présence. Marcel Marchand, Mama, comme on le surnommait à la DGSE, ne payait pas de mine, et c'était exprès. Il enfila soigneusement la chaussure baladeuse, sans se presser, pour ne pas éveiller les soupçons, parce que courir avec une seule chaussure, ce n'était pas seulement un handicap de confort, donc. Mama avait déjà repéré les deux hommes quand ils étaient passés une première fois devant la vitrine, avant de se décider à pénétrer dans son havre de paix de la 20e rue. Le grand noir chauve avec de la prestance, Mama l'avait surnommé Galapagos, du nom du pur sang majestueux qui avait passé les dernières années de sa vie dans le haras de sa grand-mère qu'il avait tant aimé. Le petit blond trapu, quant à lui, avait été affublé du surnom de Merlin, parce qu'il avait un nez crochu comme une sorcière et que Mama ne connaissait pas d'autre nom de sorcier masculin. Marcel Marchand connaissait par cœur les pédigrés de Galapagos et de Merlin, tous les deux agents de la CIA, tous les deux formés à traquer, arrêter, éliminer les ennemis de la nation américaine. Et il ne faisait aucun doute que la raison de leur présence dans ce petit café discret de la 20e rue était bel et bien de remplir cette mission précise en l'arrêtant lui, Marcel Marchand, ennemi de la nation américaine en sa qualité d'espion français, membre de la DGSE. Il n'y avait pas de hasard. Car s'il existait une entente tout à fait cordiale entre les deux pays qui se souriaient aimablement de part et d'autre de l'Atlantique, il ne restait pas moins vrai que cette paire de vieux copains continuait de s'observer discrètement par en dessous, sur le principe vérifié que ce ne sont jamais les ennemis qui déçoivent. Tout comme Galapagos et Merlin, Mama avait lui aussi appris à espionner, renseigner, manier les armes, tuer à main nue, dans des camps d'entraînement de son hexagone natal. Il avait connu l'Afrique, l'Europe de l'Est, un peu l'Asie, avant d'atterrir à New York, où il avait mis au service de l'État le plus exceptionnel de ses talents, celui de physionomiste.
Cette capacité unique avait entraîné la création d'un service de la plus haute importance et dont il était le seul membre. Gratte-papier dans une sous-direction de l'ONU au bord de l'East River, bien loin des radars pour mieux passer inaperçu, Marcel Marchand avait peu à peu tissé avec brio sa toile invisible dans laquelle de nombreux agents de la CIA s'étaient retrouvés prisonniers sans le savoir. Une fois repérés les immeubles souvent visités, les cafés fréquentés, les restaurants, les théâtres, les cinémas, les lieux publics où ces agents se pensaient discrets, Mama avait fait bénéficier la France et l'Europe de son talent spectaculaire de physionomiste d'exception. C'est ainsi qu'après 8 années passées sur le sol américain, il connaissait le visage d'un nombre impressionnant de recrues des services secrets auxquels il avait associé un parcours, un CV, une identité avec l'aide des informaticiens de la DGSE. Grâce à sa mémoire hors norme des visages et son système mémotechnique de surnoms pour chacun d'eux, comme en avaient hérité Galapagos et Merlin, les profils de plusieurs centaines d'agents de la CIA étaient ancrés dans un lobe de son cerveau bien organisé. Alors quand Mama avait aperçu Galapagos et Merlin pénétrer dans son café où il avait ses habitudes, il avait enfilé sa chaussure baladeuse en tâchant de ne pas trop penser à demain, car il avait su immédiatement que New York, c'était terminé. Sa couverture était grillée. 8 années de bonheur à bien y songer, même si ce n'était pas le moment de songer. Il sortit du sac calé entre ses pieds un ordinateur qui ne contenait rien d'autre que d'inoffensifs dossiers en lien avec son travail à l'ONU. Il le déplia sur sa table et demanda d'une voix exagérément forte à un voisin à lunettes et casquette, quintessence du travailleur nomade new-yorkais toujours à l'affût d'un projet de start-up novatrice, s'il pouvait surveiller son laptop le temps qu'il s'accorde une pause intime nécessaire. Le jeune cadre dynamique acquiesça sans lever la tête de son écran, et Marcel Marchand se faufila jusqu'aux toilettes, son sac à la main, abandonnant derrière lui son ordinateur, à pas espérés pour les 2 agents, afin de lui permettre de gagner de précieuses minutes. Aussitôt enfermé à double tour, Mama se rua sur la fenêtre entr'ouverte qu'il avait repérée il y a bien longtemps et qui avait contribué également à faire de ce café un point de chute privilégié, puis il sauta dans la cour de l'immeuble. Il serra fermement la poignée de son sac et regarda sa montre. S'il courait à vitesse constante, qu'il se contentait de changer 2 fois de ligne de métro pour semer ses poursuivants, et s'il prenait en compte les rues bondées de Manhattan en ce bel après-midi printanier, il pouvait arriver à destination dans une 40aine de minutes. Il remonta ses chaussettes impeccables jusqu'en haut des mollets, poussa une profonde inspiration à travers des lèvres exagérément souriantes pour relativiser le danger de cet imprévu désagréable, pensa à sa grand-mère tant aimée pour entretenir l'optimisme et s'élança hors de la cour de l'immeuble. Quand Marcel Marchand rejoignit la rue, il était déjà en train de sprinter. 2. Aujourd'hui, maman est morte. C'est du moins ce que j'ai imaginé en découvrant que l'infirmière en chef de la clinique Pierre d'Ambricourt avait laissé un message sur mon répondeur. Un établissement cossu où on veille sur ma mère et sur d'autres qui, comme elle, ont Alzheimer qui leur pousse dans la tête. J'imagine Alzheimer à la façon d'une vieille vigne grimpante au tronc solide qui s'étend sans qu'on ne puisse rien faire, jusqu'à envahir complètement le cerveau de ma mère. Certains voient le cancer à la façon d'un nénuphar. Moi, j'imagine la dégénérescence comme un cep de vigne. C'est sûrement rassurant, la mort végétale. Le soulagement de penser qu'après nous, il reste au moins une fleur qui pousse. Mon téléphone capte mal dans la région. Ça fait aussi partie de son charme. Je suis content d'avoir raté l'appel de l'infirmière en chef, qu'elle était obligée de laisser un message. On ne peut pas annoncer de trop mauvaises nouvelles sur un répondeur. L'usage veut qu'on invite à rappeler plus tard, pour réserver le sordide à un échange franc et direct.
parce que ce n'est jamais bon signe quand un établissement qui s'occupe de votre vieille mère malade vous laisse ce message. « Monsieur Hugo Bollorène, pourriez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, c'est urgent, c'est à propos de votre mère. » Alors j'ai fait ce qui me semblait le plus adapté au vu de la situation. Je n'ai pas rappelé. Depuis quelques semaines, ma mère est à nouveau sur le devant de la scène. Un journaliste zélé a appris qu'elle était malade et son éditeur futé en a profité pour annoncer la sortie d'une édition intégrale de toutes ses enquêtes accompagnée d'une préface censée présenter la grande journaliste d'investigation Ingrid Bollorène sous un nouveau jour. Je me méfie des préfaces. Je ne comprends pas le besoin d'ajouter une notice d'utilisation à un livre. Au moins, si maman est morte, les médias en auraient sans doute déjà parlé. Ce n'est pas seulement à cause de ma mère que je n'ai pas rappelé. C'est aussi qu'il y a Mathilde. Mathilde est revenue. Elle m'avait quitté pour Shanghai et elle a finalement quitté Shanghai à son tour, pas spécialement pour moi. Ce n'est pas ce qui compte. Elle est entrée il y a 3 mois. Elle m'a donné rendez-vous dans sa petite maison de Sainte-Doxie, perchée sur sa colline, avec une belle vue sur l'horizon qui donne envie de partir explorer le monde. C'est cet horizon qui l'a poussée vers Shanghai, et c'est la nostalgie de cet horizon qui l'a ramenée à Sainte-Doxie. Elle a justifié ainsi son retour, même si j'ai senti qu'il y avait une face cachée moins simple que ce paradoxe du voyageur qui s'éloigne de chez lui pour cultiver le désir d'y retourner. Je n'ai pas besoin de justification. J'étais content de la revoir. Le vieil homme chauve m'écoute poliment sans saisir tous les détails. Il ne connaît pas ma mère, il ne connaît pas Mathilde, mais il a deviné l'essentiel, à savoir que ma mère s'en va et que Mathilde revient. Il rafraîchit parfois son visage rougi par la chaleur incompressible de mai en agitant son chapeau blanc comme un vain éventail. Il n'a pas le choix, il est venu me parler, alors il m'écoute. Il a dit qu'il travaillait pour les services secrets français. Je ne pensais pas que c'était le genre d'aveu qu'on lance à la terrasse d'un café, même un café de mi-montagne presque désert. C'est sans doute ce qui m'a poussé à ces confidences. Un homme qui travaille pour les services secrets, il doit pouvoir en garder un. Quand il s'était assis un peu plus tôt à ma table ombragée, après m'avoir affirmé d'un air satisfait que j'étais Hugo Bollorène, ce que je n'avais pas cherché à nier, il s'était présenté avec son titre à la DGSE et son prénom, mais j'ai déjà oublié son prénom, et j'en avais profité pour lui raconter ma mère et Mathilde. Je pensais que certains problèmes énoncés à voix haute paraissaient moins insurmontables, alors que considérer que ma mère et Mathilde sont un problème en a provoqué un encore plus grand. « Vous n'êtes pas facile à débusquer, monsieur Bollorène. » Dans la bouche d'un agent secret, ce doit être un compliment. Il veut me mettre à l'aise tout en reprenant le dessus de la conversation. Atteindre Sainte-Doxie, c'est déjà un périple. Le trajet en train interminable, puis la voiture qu'il faut encore louer. Il paraît que c'est une spécialité française de commencer la façon qu'on a de se rendre quelque part avec mainte précision sur les embouteillages, le prix de l'essence ou des sandwichs triangles sur les aires d'autoroute. Je commande 2 bières du colonel au serveur qui était sorti sans fumer une. Il sourit quand même en effectuant son demi-tour et je fais semblant de ne pas entendre le vieux chauve de la DGSE qui marmonne qu'il aurait préféré une eau gazeuse. « Qui vous a dit que j'étais à Sainte-Doxie » Je pose la question, mais j'ai de fortes suspicions. « Le commissaire Grosset. » Suspicion confirmée. Il est incapable de me laisser hors de ses radars. C'est un homme droit qui a des principes et, pour une raison que je ne m'explique pas vraiment, je suis un de ses principes. Même si je n'appartiens plus à sa brigade, ni à aucune autre. Il n'aime pas que j'aie quitté la police, il pense que c'est contre nature. Dans les premiers temps, il m'a appelé souvent, laissé des messages, jusqu'à ce qu'il se lasse de mes silences comme une femme outragée. Et alors que je croyais qu'il m'avait enfin oublié, voilà qu'il m'envoie un gradé de la DGSE. Il m'a expliqué que vous étiez en reconversion professionnelle,
que vous suiviez une formation en rapport avec la bière chez des brasseurs locaux. » Le ton de sa voix est dubitatif. Il ne comprend pas comment on peut abandonner la PJ pour le houblon. Le serveur nous apporte nos bières du colonel, et devant sa bouteille glacée qui perle des gouttelettes fraîches, l'agent secret ne regrette plus son eau gazeuse. Nous attaquons la première gorgée au goulot, sans passer par nos verres dans un silence respectueux. On n'entend plus que les oiseaux qui chantent et nos glottes qui avalent. Il observe ensuite l'étiquette de sa bière, le visage rafraîchi et les yeux rieurs. « C'est amusant, colonel, c'est justement mon grade. »« J'ai oublié le nom de votre diplôme. C'est pour devenir ?»« Zytologue. C'est comme un œnologue, mais pour la bière. À la brasserie du colonel, on m'a dit que vous aviez interrompu la formation il y a une semaine. » J'allume l'écran de mon téléphone pour regarder l'heure. J'essaie de faire abstraction des appels en absence de la clinique Pierre d'Ambricourt et de Mathilde. L'homme que j'attends ne devrait plus tarder maintenant. « C'est à cause de votre bille ?»« Oui. » Le vieux chauve m'a eu par surprise. J'ai acquiescé sans broncher, comme un gamin qui avoue une faute. J'aurais aimé nier, et même dire au colonel de la DGSE d'aller au diable ou encore plus loin, mais je ne sais pas mentir. Le lobe de mon cerveau dédié au mensonge est défaillant. Quand on me demande, je réponds. J'esquive parfois, si je me suis solidement préparé, et le vieux m'a eu par surprise. Je n'aime pas parler de ma bille à des inconnus. Je n'aime pas parler de ma bille du tout. Faites pas cette tête, parce que ma tête non plus ne sait pas mentir. La façon que j'ai de me taire en dit parfois encore plus que ma façon de parler au compte-gouttes. J'ai dit à votre chef, le commissaire Grosset, ce n'est plus mon chef. Je lui ai dit que notre agent, celui qui m'amène ici, avait un don singulier, qu'il était un super physionomiste. Grosset a trouvé que c'était pas si impressionnant comparé à votre bille. J'étais curieux, il m'a expliqué le principe. Il avait l'air à la fois admiratif et exaspéré. C'est le portrait exact du commissaire, admiratif et exaspéré. Il est indéniable que le colonel de la DGSE lui a vraiment parlé. Si j'ai bien compris, quand vous enquêtez sur une affaire, vous visualisez une bille métallique qui se matérialise dans votre esprit. Elle roule sur un parcours fait de rails, de tubes, de rampes, comme ces jeux de dominos pour gamins, et quand la bille termine sa course, la solution apparaît. J'ai bon ? Dans les grandes lignes. Et même si c'est effrayant, présenté ainsi, il a globalement bon. Mais la bille ne vient pas sur commande. Elle s'impose ou se fait attendre. Et elle peut me mettre le corps hors service pour un moment quand elle entame son tourbillon. J'ai voulu m'en débarrasser. Elle ne s'est pas laissée faire. C'est mon nénuphar, mon cep de vigne à moi. C'est une amie empoisonnée. Elle surgit quand elle veut. Elle m'a fait rater la fin de mon stage de zytologie, en venant pointer sa rotondité métallique sans prévenir. Je ne lui en veux pas. J'aurais fait un mauvais zytologue de toute façon. La bière, je préfère la boire sans penser à rien que de la passer au jugement de mes papilles gustatives. Je fais signe au vieil espion chauve de se taire avant que l'envie de parler ne lui reprenne, parce qu'il a des tendances. Je lui indique d'un mouvement de tête le type qui vient de s'installer à la terrasse, à quelques tables devant nous, les pieds au soleil, le corps à l'ombre. Un clair-obscur qui lui sied bien. Je consulte à nouveau l'écran de mon téléphone. Il est exactement à l'heure. Le serveur le salue d'un « Bonsoir Michel », sobre, et dépose un verre de pastis sans eau, mais avec beaucoup de glaçons, accompagné d'un quotidien local et d'un bol d'olive. Une habitude ancrée qui se passe de plus de paroles. Le rituel commence. Il feuillette le journal pendant que les glaçons fondent, puis il sirotera le liquide jaune peu dilué en continuant de tourner les pages. On est venu souvent boire un verre ici avec Mathilde en fin de journée. Ce village est suffisamment éloigné de Sainte-Eudoxie pour profiter d'un peu d'anonymat sans parcourir des kilomètres. Michel Vidali s'installe à cette table chaque jour à heure fixe, sans jamais manquer ce rendez-vous avec lui-même, à l'exception d'un soir.
Je jette sur la table le journal que je tenais serré entre mes jambes, à la page de l'article qui explique le contexte. Je livrerai la face cachée plus tard. Le vieux chauve, intrigué, se mut aussitôt en colonel de la DGSE, sourcils froncés et concentrés, chapeau blanc posé sur la table. Sous la vieille photo de classe qui illustre l'article, le fait divers évoque en quelques lignes l'accident tragique d'un ancien habitant du coin, Brice Vidali, venu rendre visite à son frère, Michel Vidali. Alors qu'il était parti pêcher la truite à la main, un braconnage strictement interdit, précise le journaliste, Brice s'est noyé dans 50 centimètres d'eau en coinçant son bras sous un rocher. Je ne trouve pas aberrant que cet homme se soit abstenu de venir au bistrot le jour de la mort de son frère. Michel Vidali arrive chaque jour à 18h. J'ai appelé le gendarme chargé de l'enquête. Le frère a été trouvé par un pêcheur aux alentours de 18h30. Il n'avait donc aucune raison de se priver de son pastis quotidien. Je tourne la tête vers l'entrée du bar où le serveur fume une cigarette pour ne pas laisser le temps au vieux chauve de me poser la question, de me demander pour quelle raison j'ai appelé le gendarme. Je ne veux pas à nouveau mentionner la bille. Je pensais qu'une fois azitologue, elle me laisserait en paix, qu'elle ne tourmentait que le flic en manque d'inspiration. Mais il y a une semaine, tandis que la biérologue s'extasiait sur les notes d'agrumes de certains houblons, le journal traînait sur une table et mes yeux se sont posés sur ce fait divers avec la vieille photo de classe en illustration. La bille n'est pas apparue doucement dans un vrombissement arrogant comme elle en a l'habitude. Elle est tombée du ciel. Elle s'est jetée dans mon crâne à pleine vitesse, sans apporter de réponse, ni de question. Elle s'est contentée de tournoyer sur elle-même sans cesser sa chute, comme si elle cherchait à se visser une fois pour toutes dans mon esprit. Quelque chose clochait dans la mort de cet homme, et ça m'a semblé plus important que les notes d'agrumes dans les houblons américains, parce que, depuis plusieurs jours, je cherchais un prétexte pour m'éloigner de Mathilde et de la décision que je dois prendre. L'humain a remplacé son instinct animal par les prises de décisions réfléchies quotidiennes, alors il a bien fallu compenser en inventant les psychotropes et l'alcool. Je dissous ma lâcheté et mon envie de bière dans des lois universelles bancales. Je ne quitte pas des yeux le serveur qui observe Vidali faire tournoyer son pastis sans eau pour accélérer la fonte des glaçons. Le colonel de la DGSE est à l'affût. Il imagine que j'ai un plan sous prétexte que j'ai une bille. Il chuchote d'une voix concernée. « Vous pensez qu'il a tué son frère ?»« En quelque sorte. Parce qu'il n'est pas venu boire son pastis ?» ?»« Entre autres. » J'attends que le serveur tire sur les dernières braises de son mégot moribond, un pied déjà à l'intérieur de son bar, avant de poursuivre. Quand il a disparu, je sors mon étui à cigarette de ma poche, par association d'idées, et je gobe un des carrés de chocolat qui s'y trouvent, par dépit. Il faudra que je songe à arrêter le cacao, que je reprenne la cigarette. C'est le regard plein de jugement du colonel qui me convainc en même temps que son grade me donne envie d'une lampée de bière. J'avale une nouvelle gorgée, plus amère à cause du chocolat qui contraste dans le palais, puis je lui montre la fin de l'article, à l'endroit où le serveur déclare, dans des guillemets de citation, que ce n'est pas croyable un drame si triste et que Michel Vidali était en train de boire son pastis quotidien sur sa terrasse sans savoir que son frère, dans la rivière toute proche, était en train de se noyer. Le vieux chauve hoche la tête. Alors que Michel Vidali n'y était pas à la terrasse du bar. Alors qu'il n'avait absolument aucune chance d'y être. L'agent de la DGSE commence à adopter cet air mi-admiratif, mi-exaspéré de Grosset. Il tente de se faufiler dans les rouages de mon raisonnement. Le serveur et Michel Vidali sont complices ? Pas tout à fait. Je tapote l'index sur la photo de classe, prise dans le village il y a plus de 50 ans, quand il y avait encore une école primaire. Les élèves posent avec leur instituteur et le directeur de l'école. 2 têtes d'enfants éloignées l'une de l'autre sont entourées. La légende sur le cliché en noir et blanc précise qu'il s'agit de Michel et Brice Vidali.
Je me suis d'abord demandé pourquoi je n'avais jamais vu Brice Vidali. Il aurait été logique que Michel amène son frère en visite chez lui, dans son troquet préféré. C'était le contexte. Je suis parti en quête de la face cachée. C'est quoi la face cachée? Les frères se détestaient. Mais ce n'est encore qu'un bout de la zone d'ombre. Il manquait une information capitale pour que la bille fasse ding. Il entr'ouvre la bouche et se ravise. Je suis suffisamment difficile à suivre pour ne pas rajouter des digressions. Il a deviné tout seul que le ding de la bille est le gong qui soulage et dévoile quand la réponse pointe enfin. Guillaume Vidali, fils de Michel Vidali. C'était le maillon nécessaire. Le colonel fixe la nuque de l'homme au centre de notre discussion. Ce dernier continue de faire tournoyer son verre pour faire fondre les glaçons tout en lisant son journal. J'avale une franche rasade de bière jusqu'à la dernière goutte en vérifiant que le serveur n'est pas apparu dans l'embrasure de son bar, puis je poursuis. Le père et le fils se détestent, les deux frères se détestent. Les rapports familiaux seraient inexistants sans ce lien indéfectible qui pousse toutes les familles à garder le contact, l'argent. Le colonel constate à regret que sa bière est vide. Ils sont loin, ces désirs d'eau gazeuse. À la mort de leur père, Michel Vidali a hérité de la ferme familiale et des terres autour. Brice, d'une compensation financière, et il a quitté la région avec son pécule pour tenter sa chance ailleurs. « Je vous remets la même ?» Le serveur s'est planté entre nous sans que je l'entende venir. Une approche furtive, maîtrisée, signe qu'il a raison d'être serveur et que j'ai raison de ne plus être flic. Le colonel Chauve approuve d'un hochement de tête, aussi content à la perspective d'une nouvelle bière qu'à celle que le bistrotier s'en aille. Ce dernier s'éternise plus longtemps que nécessaire, éponge la table déjà propre, fait teinter nos bières vides et s'éloigne à court de prétextes. Il ne nous sent pas. C'est admirable, l'instinct bistrotier. Nous attendons son retour, silencieux, nos regards perdus dans la contemplation de la nuque coupable devant nous. Le verre de pastis qui tournoie encore, les glaçons qui ne fondent pas assez vite. Le serveur revient chargé de nos commandes, mais cette deuxième tournée atterrit avec moins de prévenance que la première, un peu de mousse s'échappant des goulots au moment où les culots des bouteilles cognent contre la table. On fouine, on l'agace. Il s'avance ensuite jusqu'au bord du trottoir, près de son habitué, et s'allume une cigarette. Il joue les gardes du corps, nerveux, impuissant, l'instinct bistrotier. Rien n'est plus indéboulonnable qu'une habitude solidement ancrée. La cigarette après le repas, le café le matin, le pastis à 18h. Le colonel de la DGSE fouille dans la poche intérieure de sa veste et en sort un petit paquet de cigarillos. Je lui ai donné l'envie. Je suis définitivement une mauvaise influence. Je laisse le parfum de tabac brun parvenir à mes narines. Il se marie bien avec la bière du colonel. Mais si on peut éventuellement stopper une habitude au prix d'un effort douloureux ou à l'aide de substituts approximatifs, je pose la main sur mon étui à chocolat pour m'empêcher de céder. Je préfère profiter des volutes baladeuses du cigarillo. Il est presque impossible de modifier une habitude, de bousculer légèrement un rituel. Je sors une loupe de ma poche et le colonel sourit parce que ce n'est pas franchement un accessoire de zytologue. Je l'invite à regarder la photo plus attentivement. J'ai d'abord cru que le journaliste avait bâclé son article en se contentant de mettre les noms de Brice et Michel en légende sans préciser la position exacte de chacun des deux mômes entourés. En fait, je pense que personne ne s'en souvient, pas même les concernés. La photo est vieille et si vous observez bien les visages, ils sont identiques. Le colonel tire des taffes régulières, tout appliqué à son examen minutieux des deux enfants grossis sous le verre bombé. Brice Vidali et Michel Vidali sont frères jumeaux. Et Michel Vidali n'a jamais remué son verre de pastis pour faire fondre les glaçons.
Il le buvait vite, justement parce qu'il aimait l'alcool à peine dilué. Et on ne bouscule pas un rituel du jour au lendemain. Le colonel lève la tête pour lorgner à nouveau du côté de la nuque que nous commençons à connaître par cœur, mais qui profite d'un regain d'intérêt avec sa nature nouvelle d'imposteur. Brice Vidali s'était endetté pendant que son frère Michel vendait au compte-gouttes et à prix d'or ses lopins de terre à des touristes hollandais. Brice savait qu'assassiner Michel ne suffirait pas, parce que c'était le fils qui allait hériter. Il fallait prendre sa place. Et la seule personne que Michel fréquentait dans tout le village, c'était ce serveur. Les autres habitants le croisaient à peine. Il serait facile à berner. Brice a soudoyé le bistrotier pour assurer son alibi, et il s'est emparé de la vie de son frère dans tous les sens du terme. Nos bières descendent lentement dans un silence alourdi par l'ambiance de meurtre fratricide avec préméditation. Le colonel Chauve recommence à se ventiler à l'aide de son chapeau blanc. Il écrase son cigarillo au moment où Brice Vidali se lève. J'attrape un carré de chocolat amer dans mon étui. L'alcool me donne envie de fumer, et je le savoure en regardant le meurtrier s'éloigner. Vous le laissez partir ? Je suis pas flic, je suis zytologue. Son menton remue latéralement d'un aller-retour bref agacé. Je connais par cœur cette mimique. Vous m'avez dit que vous vous appeliez comment ? Jean-Baptiste, le prénom que j'avais oublié. Mais il ne m'a pas dit son nom complet. Il sourit franchement pour la première fois avant de répondre à la question que mon visage a posée à ma place. Je m'appelle Jean-Baptiste Grosset. Je suis le cousin germain de votre commissaire. Le menton en mouvement et la mine égarée entre l'admiratif et l'exaspéré sont donc des caractéristiques génétiques. Nous avons besoin de votre aide, Bollorène. Vous êtes un flic instinctif et patient. Et puis, il y a autre chose. Je suis plus flic. Arrêtez de m'emmerder. Vous avez une bille dans la tête, une loupe dans la poche, vous lâchez tout pour vous lancer dans une enquête au premier fait divers venu. Vous êtes autant zytologue que je suis danseuse étoile. Le serveur s'est retourné, alerté par les éclats de voix chuchotés du colonel. Il nettoie la table du faux Michel Vidali et retourne dans son bar en s'évertuant à nous ignorer. « En quoi je peux vous être utile, colonel Grosset ? C'est quoi cette autre chose ?» Il se détend, retrouve son sourire et sort un petit dossier de sa sacoche en cuir qu'il pose par-dessus le journal local. Il ouvre la chemise en carton où plusieurs photographies d'un même homme à la mine débonnaire apparaissent. Le cousin du commissaire a compris, à mon intonation de voix hermétique au mensonge, que j'avais déjà capitulé. Je vais accepter sa mission. Peu importe sa nature, parce que je me fous de reconnaître une bière les yeux bandés, parce que ma mère est malade et parce que Mathilde est enceinte. Voici Marcel Marchand, dit Mama, un agent de la DGSE infiltré à New York. Vous connaissez New York, Hugo ? C'était embêtant. Galapagos et Merlin étaient toujours à ses trousses. Marcel Marchand avait changé plusieurs fois de métro. Il avait cherché à se dissimuler dans la foule en profitant de l'heure de pointe, mais les deux hommes étaient là, à quelques wagons de lui. Il les avait vus s'engouffrer après s'être assuré chaque fois qu'ils n'allaient pas bondir hors de la rame au dernier moment. Il y avait pensé, mais à quoi bon ? Mama se demandait pourquoi il ne l'avait pas encore arrêté. Il broyait la poignée de son sac avec la force exagérée de l'incertitude et du stress. Les deux agents menaient leur filature avec une certaine nonchalance, se contentant de rester dans son sillon, sans chercher particulièrement la discrétion. Soit il ne voulait pas de témoins de son arrestation, et ce n'était pas bon signe, soit il savait où il fuyait, et ce n'était pas bon signe non plus. Il avait un mauvais pressentiment. Il n'avait pas la sensation que ses poursuivants étaient particulièrement attentifs. Ils l'observaient à peine. Ils avaient l'air détendus. Seule explication logique à cette indolence, il connaissait sa destination. Il aurait aimé croire que c'était impossible, qu'il avait pris ses précautions.
Mais il était bien placé pour savoir que le métier de ces deux hommes, le même que le sien, était de percer les secrets. Encore 3 stations de métro climatisées, et il devrait courir à nouveau dans les rues parallèles et encombrées de Manhattan sous le soleil trop chaud pour un mois de mai. Il avait aimé les moindres recoins de cette île qui n'avait pas l'air d'en être une. Le métro new-yorkais moite et grinçant, avec les phrases incompréhensibles de ses chauffeurs noyés dans le grésillement de haut-parleurs hors d'âge. Ces rues, aux noms de numéros, et auxquelles il avait associé à l'usage une communauté, comme aux agents de la CIA des surnoms. À l'évocation de la 130e apparaissaient Harlem et le quartier noir. Les 12 chiffres entre la 90e et la 100e le renvoyaient dans le Central Park avec de part et d'autre de ce grand rectangle vert les populations les plus riches et les plus célèbres de la ville. Diane Keaton à l'ouest et Woody Allen à l'est. Et ainsi de suite, en descendant vers le sud, le quartier ukrainien, chinois, italien, Chelsea, Gramercy, Union Square, jusqu'à quitter la numérotation pour des rues aux noms plus européens, moins rectilignes, plus anarchiques, le bordel à la française, enfin. Il n'était pas possible, selon Mama, de ne pas se plaire à New York, puisque la ville n'était autre qu'un pot pourri du reste du monde. Comme elle aurait aimé, sa grand-mère, visiter New York avec lui. Elle aurait adoré, sûrement, déambuler dans ce quartier mythique dans lequel Mama s'apprêtait à trottiner. En grimpant les marches de l'escalier 4x4 pour s'échapper du métropolitain souterrain, il songea que dans d'autres conditions, avec moins de courses-poursuites et plus de flânerie, et si sa grand-mère avait été encore en vie, elle aurait adoré être là. Mais cela représentait beaucoup de retours en arrière impossibles, et une boule dans sa gorge commença à gonfler. Il fallait vraiment qu'il arrête de songer et qu'il se mette plutôt à réfléchir. Aussitôt sorti du métro, il reprit sa course effrénée pour tenter de semer ses poursuivants dans la foule qui ne désemplissait jamais autour de la 45e, le chiffre infatigable des théâtres. Il bouscula nombre de badauds, se selfisant dans Times Square, des touristes venus s'émerveiller devant les écrans de Broadway qui ne projetaient pourtant rien d'autre que des publicités grand format. Puisqu'il ne pouvait éviter de mener Galapagos et Merlin à sa destination, il fallait au moins qu'il arrive avant eux, qu'il ait le temps. Il zigzaga parmi la horde compacte qui stagnait sur les trottoirs, et il lui fallut près de 10 minutes pour apercevoir enfin le Edmund Theatre, un peu à l'écart, dans une rue plus calme. Il s'arrêta, essoufflé, à quelques mètres de l'entrée du bâtiment. Il reconnut alors au loin les silhouettes des agents, le grand noir imposant et le blond au nez crochu. Il n'avait besoin que de quelques minutes. Il n'était pas certain que ces deux-là les lui laisseraient. Il poursuivit son chemin, contourna le théâtre par la gauche et parvint dans une ruelle exiguë et sale qui ne servait qu'au dépôt de poubelles et aux livraisons. La sortie de secours se trouvait là, entr'ouverte comme il l'avait espéré, grâce à une vieille chaussure qui empêchait la fermeture de la large porte métallique afin d'offrir de l'aération à l'intérieur et des pauses cigarettes à l'extérieur. Mama s'accroupit et remonta ses chaussettes haut de gamme en tremblant, prétexte pour s'assurer du coin de l'œil que Galapagos et Merlin l'avaient rejoint dans la ruelle. Dès qu'il les aperçut, il se jeta dans le théâtre, envoya valser la vieille godasse cale-porte pour condamner l'entrée et se faufila dans le couloir étroit et obscur. Il menait à droite vers l'entrée principale où les deux agents allaient bientôt faire irruption et à gauche vers les zones dissimulées aux yeux des spectateurs, coulisses, tringles, machinerie. Et la salle des accessoires, sa destination. Il se glissa dans ce dédale de galeries étriquées, jonchées de portes cintres, de décors et de matériel scénique en tout genre. Rien n'était plus facile que de se perdre dans un théâtre. C'était un mode de pensée architectural à part, et Mama comptait sur sa connaissance des lieux pour devancer ses poursuivants. Il rasait les murs, s'assurait chaque fois de rester dans l'ombre,
marquait des pauses quand lui parvenaient les voix des employés du lieu. Lorsqu'il atteignit le haut des escaliers, qui plongeaient vers les entrailles du théâtre situé 2 étages sous la scène, il dévala cette interminable volée de marches et s'engouffra enfin dans l'immense pièce sans fenêtre qui occupait toute la surface du bâtiment dans des profondeurs de catacombes. Il verrouilla la porte et se retourna, essoufflé, afin de faire face au maître des lieux, l'accessoiriste en chef. Assis derrière un bureau trop grand, perdu dans l'immensité vide des premiers mètres, sous un lustre lui-même aux dimensions hors normes qui l'éclairait dans un halo jaunâtre, Félix s'appliquait à dessiner un logo ressemblant à celui de l'équipe de basket des Brooklyn Nets, posé sur les épaules d'un étrange animal ailé. Il ne daigna lever les yeux vers son visiteur qu'après avoir terminé la lettre B au centre de l'emblème. Mama le dévisageait. Félix restait impassible. Il n'aimait pourtant pas être dérangé lorsqu'il montait la garde de sa « montagne sacrée », comme on l'appelait ici. Malgré sa fine moustache impeccable et ses lunettes rondes qui lui donnaient une allure d'intellectuel parisien, jurait-il à tout le monde, Félix ne parvenait pas à dissimuler suffisamment à son goût les traits caractéristiques de sa figure. Des yeux en amande, un visage rond, un nez de petite taille. Un coup d'œil suffisait pour reconnaître immédiatement que Félix était atteint du syndrome de Down. Il assumait par ailleurs sa trisomie, se qualifiant lui-même parfois de mongolien ou de gogol dans un éclat de rire retentissant. Il en éprouvait une certaine fierté, se vantant d'être le seul trisomique 21 qui travaillait à temps plein dans un théâtre de Broadway, et pas n'importe lequel, le Helmont Theatre. Mais il aurait aimé parfois aussi effacer l'évidence de ses traits, qu'on le considère simplement comme un homme de théâtre, un accessoiriste surdoué capable de vous dénicher n'importe quel objet incongru et sauver un spectacle du naufrage par son extraordinaire à-propos. Félix passait ainsi l'essentiel de ses journées sous la lumière jaune artificielle du lustre en cristal, assis à son bureau surdimensionné aux 4 pieds enfoncés dans un vieux tapis persan usé, à attendre qu'un régisseur ou un metteur en scène ouvre la porte pour lui réclamer un joyau. S'il considérait la demande raisonnable et justifiée, il disparaissait alors dans la montagne sacrée située derrière lui, pour n'en revenir qu'avec la pièce idéale. L'accessoiriste en chef du Helmont Theatre tournait en effet le dos à un immense fatras d'étagères qui courait sur toute la largeur du sous-sol et grimpait jusqu'au plafond 6 mètres plus haut. Des milliers d'objets trônaient ainsi dans une anarchie qui n'avait de logique que pour son gardien. L'amoncellement accumulé depuis plusieurs décennies était si compact que par endroits, certains accessoires, ne touchant plus le sol, ne tenaient que par l'exercice d'une force mutuelle. Des lampes à pinces jamais éteintes étaient fixées un peu partout au milieu des accessoires, donnant des airs de guinguette effrayante à cette masse informe d'objets poussiéreux. Un escabeau roulant permettait quant à lui d'accéder aux accessoires les plus hauts, et on ne pouvait pénétrer dans ce monstre immense de bibelots enchevêtrés que par une mince ouverture en son centre qui conduisait dans un labyrinthe sombre dont nul ne connaissait réellement la profondeur. Félix était le seul employé du théâtre qui osait se faufiler sans hésitation dans cette grotte inquiétante, éclairée par des ampoules sporadiques, parmi les accessoires vétustes, animaux empaillés, téléphones de toutes les époques, lampadaires de tous les pays, pots de chambre, bijoux de fantaisie, vaisselle, valises, mallettes, collections de timbres, poupées sans tête, linge de maison, petit mobilier, armoires, pièces de monnaie, poignées de porte, tableaux, affiches, jouets anciens, panneaux de signalisation, livres, gadgets,
photos, horloges, montres, magazines de toutes les décennies. L'accessoiriste du Edmund Theatre ne haïssait rien tant que les mises en scène minimalistes contemporaines, quand les comédiens mimaient au lieu de faire. Il s'emportait alors dans des envolées lyriques freinées par son bégaiement que la colère exacerbait. « Faut être un quenard pour boire du thé sans tasse !» Il prononçait mal la plupart des injures et certains prétendaient que c'était une idée de la gouvernante qui l'avait élevé. Sachant qu'il finirait immanquablement par connaître toutes les insultes comme n'importe quel gamin de son âge, elle avait biaisé son apprentissage. Mama fit un signe de tête à Félix qui l'ignora, puis l'agent de la DGSE contourna le bureau et s'élança dans le labyrinthe de la montagne sacrée. Il avança à tâtons, se repérant grâce à quelques objets caractéristiques, bifurquant d'une allée à l'autre quand il reconnaissait une marmite rouillée, un mannequin sans bras. Il devait parfois plisser les yeux dans la semi-obscurité que les lampes à pince trop espacées ne parvenaient pas à corriger complètement. Au moment où il parvint dans le recoin de la montagne sacrée qui lui convenait, il entendit un premier coup sourd. On essayait de défoncer la porte du sous-sol. Il se hâta de remplir sa mission, puis il revint sur ses pas en courant autant que possible, couvrant ses yeux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.